Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Bonjour, mon nom est Julie Collin, c'est moi qui ai le bonheur de m'entretenir avec Victor aujourd'hui. Avant de discuter avec lui, j'ai quelques mots à vous dire. Je veux remercier pour commencer BCF Avocat d'affaires qui est partenaire présentateur des entretiens et des journées de réflexion qui se déroulent pendant Québec en toutes lettres. Cet entretien est présenté en collaboration avec le Musée de la civilisation où il y a une exposition qui est présentée jusqu'au 26 mars 2023 qui s'appelle « Oh merde » qui fait entre autres, un lien avec un livre dont on va discuter plus tard, un livre de Boucard. Donc, Boucard, bonjour. Bonjour Julie, bonjour à vous. Vous êtes à danser au bal masqué. C'est l'hymne national du Québec. Je suis tellement contente d'avoir la chance de vous rencontrer en personne, plutôt qu'en direct de votre bungalow, comme on a pu vous voir dans les 18 derniers mois. Donc, c'est un plaisir d'avoir une salle comble comme ça ce soir. Oui, ça fait du bien. Moi, je pense que c'est surtout thérapeutique. On a besoin des autres. Hein. Le virus nous a rappelé ça. Je pense que l'humain, c'est un animal social qui a besoin des autres. Ma mère dit ça souvent. Ma mère, que je ne cite pas beaucoup, dit le Boucard. Elle roule CR, ma mère, sur moi. Le bonheur, il entre dans le cœur de quelqu'un à la hauteur de l'ouverture qu'il aménage pour les autres. Ma mère dit ça. Et puis je pense que c'est ça aussi que le virus nous a rappelé, que l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Dans un proverbe sénégalais qui dit « Nit nite garabam » en wolof, ça veut dire l'humain, bien avant les médecins, tout ça, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. C'est un peu ça. Fait que ça fait du bien. C'est ça que je voulais dire. Voilà. En plus court et plus simple, mettons. Je vais quand même vous présenter un peu, même si je suis certaine que 99% des gens savent déjà tout ce que je vais dire, mais quand même. Vous êtes biologiste, océanographe, animateur, chroniqueur, humoriste, vulgarisateur scientifique, auteur, entre autres, on va parler de livres ce soir. Vous venez d'obtenir un doctorat honoris causa de l'Université Laval. Oui. Ah, ça, il y a peut-être des gens qui ne savaient pas, hein? Oh ouais, on l'applaudit. C'est la plus récente distinction, mais il y en a d'autres. On aurait pu faire une grande liste. Comment vous vous sentez, justement, avec un doctorat honoris causa? Hein? C'est quand même... Moi, mon alma mater, c'est l'Université du Québec, hein? Mais Laval ont décidé... Moi, je sens que je vieillis. C'est ça que ça veut dire. Quand on commence à penser à des statuts puis des doctorats honorifiques, là, c'est... Dans le système capitaliste, il faut se méfier. Ça veut dire qu'on va taguer bientôt. Date d'expiration. Non, je suis très content parce que Laval, c'est une grande institution pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Donc, quand la rectrice m'a appelé, j'étais content. Moi, j'ai été formé par un prof qui est gradué de Laval. Les gens qui m'ont influencé sont des gradués de Laval. Je pense à mon ami Pierre Blier qui enseigne la biochimie métabolique à l'Université du Québec à Rimouski. J'ai travaillé avec Joël Delanoux qui était en sciences et technologies des aliments ici. J'ai beaucoup d'amis aussi à Laval, des chercheurs, des retraités. Donc, j'imagine que c'est ça. Je suis très content. Peut-être c'est un de mes prix préférés que j'ai eu parce que je pense que ceux qui reconnaissent, c'est beaucoup le pont que j'essaie de tendre entre les sciences pures et les sciences sociales. Ça a toujours été ça, moi, ma démarche comme vulgarisateur, c'est de dire ces deux solitudes. Et pour moi, la connaissance, c'est un arbre. On ne peut pas juste chacun se concentrer sur une feuille, puis tu ne vois pas ce qui se passe autour. Et moi, depuis 10 ans, c'est ça que je fais, Julie, c'est de bâtir des émissions pour construire des ponts entre les sciences pures et les sciences sociales. Ça s'appelle la nature, selon Boucard. Ça s'appelle manger, ça s'appelle les livres qu'on a là.
Je pense que c'est ça que Laval voulait saluer, je pense. Je suis très content. Et nous donc, on est vraiment content que ça soit reconnu encore plus. Donc ce soir, on parle de livres ensemble, de vos différents livres. La plupart sont en lien avec la vulgarisation scientifique, mais pas que. Ouais. Mais avant de parler de livres, j'aimerais ça qu'on retourne dans le passé plus lointain que ça. J'ai l'impression que votre intérêt pour les sciences de la nature sont en lien avec un certain gecko et un certain professeur à l'école. Est-ce que ça se peut que ça soit le début de la vulgarisation scientifique? Ben, en tout cas, le début de méfier-toi de ce que tu considères comme une certitude. Parce que c'est ça, moi j'ai raconté cette histoire de mon professeur qui s'appelait M. Weber, qui est un Français. Parce que j'ai fait l'école quasiment juste après les indépendances. Hein. Et puis on avait beaucoup de professeurs qui étaient des Français qui étaient venus des coopérants. Des coopérants. Les Québécois font ça aussi beaucoup, en ingénierie beaucoup au Sénégal. Donc, ce monsieur-là qui était un passionné de la biologie, mais parce que je pense que chaque personne a dans son histoire un enseignant qui dit cette personne, ma rencontre avec cet enseignant ou cette enseignante a été déterminante par la suite des choses. Et Weber, c'est ça. Moi, j'ai grandi dans une culture où on disait les geckos, ils pissent dans les aliments. Et toutes nos ancêtres, les geckos pissent dans les aliments, puis quand tu manges l'aliment où un gecko a pissé, ben, tout le monde est malade, c'est la diarrhée. Et ça, j'étais jeune, ma mère disait ça, mon grand-père disait ça, mon père disait ça. Et donc, tout le monde, chaque fois qu'on avait une espèce de flux, là, bidirectionnel ou multidirectionnel, on disait c'est la faute au gecko parce qu'on en avait beaucoup dans nos cases, hein, au village. Donc, et un jour, je parle de ça, j'arrive en classe, puis j'avais des problèmes de ventre, puis Monsieur Weber, est-ce que je peux sortir? Qu'est-ce que t'as? Ben oui, je pense qu'un gecko a pissé dans nos aliments, tu sais. Et Weber me dit, quoi? Ben, j'ai dit, un gecko a pissé parce que tout le monde est malade. Il dit, mais non, un gecko, ça pisse pas. J'ai dit, mais oui, mais qui tu es pour dire que ça pisse pas? Nous, nos ancêtres disaient ça, ça fait tellement longtemps que toi, tu viens ici, tu dis ici. Puis, le lendemain, le prof est arrivé avec un verre, puis il avait attrapé un gecko, il a trempé le gecko dans le verre, l'a laissé barboter là-dedans, devant nous, puis pour nous démontrer que c'est faux, ça, il a enlevé le gecko, puis il a bu le verre, là, tout le monde disait, ah! Mais croyez-le ou non, il est mort. Non, c'est pas vrai. Ça aurait fini bien l'histoire, hein? Il est tombé raide mort. Non, mais c'est vraiment ça l'histoire. Puis là, tout le monde, toute la gang, on regardait en disant, il va crever. Il dit, non, j'ai pas crevé. Et chaque fois, le lendemain, il dit, vous pensez que je suis mort? Je suis là encore. Et puis là, Weber nous dit, mais les geckos, ça pisse pas. C'est des reptiles. Les reptiles n'ont même pas d'organes individualisés pour pisser. Donc, et puis là, essaye de comprendre. Essaye maintenant d'expliquer à mon père que les geckos ne pissent pas. Moi, j'ai dit, écoute, en tout cas, ce ne sera pas moi qui va le faire, mais hein, c'est ça. Ça a été vraiment une expérience que je cite beaucoup pour dire, méfie-toi de ce que tu penses que c'est vrai. Ouais. Et la science est là pour valider des choses. Et moi, ça a été ça. Un des catalyseurs, c'est ça. L'autre catalyseur, c'est la vie que j'ai menée. C'est parce que moi, mon père était un éleveur de bovins, vous le savez tous. Je l'ai parlé souvent. Et un cultivateur d'arachides. Mon papa et maman, c'est des analphabètes. Mais ils ont eu la générosité de nous inscrire à l'école publique. Et puis, moi, j'ai alterné l'école et les vaches. Hein. J'étais berger jusqu'à l'âge de 17 ans. Si j'allais à l'école, j'amenais le troupeau de vaches de mon père dans la savane. Et ça, c'était une école extraordinaire, une immersion dans la nature où tu regardes. On était biologistes. Moi, j'étais biologiste avant l'heure, en fait. Parce que je regardais les vaches, je regardais les liens qu'ils entretenaient avec les hérons garde-boeufs, les insectes, tout. Tout ça m'émerveillait. Puis ça a été un univers de rêves extraordinaire et d'ennui. Et je pense que la créativité et l'ennui sont intimement liés. Gilles Vigneault disait ça, laissez les enfants s'ennuyer. Si vous voulez qu'ils développent, ils prennent une roche puis décident d'en faire un personnage et créent un univers autour. Et nous, on avait le temps. Quand tu gardes des vaches du matin au soir, là, t'as beau leur conter des jokes, raconter des histoires,
C'est pas un super bon public. Non, non, tu finis par comprendre. Mais ils te regardent de temps en temps. Ils sont avec toi. Ils sont avec toi, mais c'est ça. Fait que c'est ces moi, c'est ces deux choses-là qui m'ont amené vers les sciences de la nature, je pense. Intérêt pour les arbres aussi, peut-être? Oui, beaucoup les arbres. Mais les arbres, c'est les vaches, c'est pareil. C'est pas pareil, mais c'est un monde. C'est le même monde. Je veux dire, les plantes, c'est des... Les plantes, c'est un univers extraordinaire qu'on a tassé de côté. On les a oubliés, les plantes. L'humain a évolué pour ne pas voir les plantes, parce que c'est une distraction. Nos ancêtres qui étaient des chasseurs-cueilleurs ne pouvaient pas se concentrer sur la végétation. C'est ce qui grouille là-dedans qui les faisait peur. C'est pour ça que les Québécois chantent « J'aime ça quand ça grouille comme ça ». C'est qui grouille. Alors donc, on a évolué on a un syndrome qui nous empêche de voir la végétation. Et quand on la voit, on la méprise. On la méprise. Le langage populaire est là pour nous le rappeler. Il végète, c'est un légume, c'est une plante verte. Une plante verte. Et moi, ma grand-mère cultivait le riz. Ma grand-mère Sanoué, elle chantait tout le temps. Puis ma grand-mère disait, les plantes sont plus intelligentes qu'on le pense. Je ne sais pas pourquoi, mais elle était convaincue de ça. Il y a deux choses que grand-maman ne voulait pas. Les plantes l'intéressaient et les abeilles. Les abeilles, grand-maman disait, c'est l'âme de nos ancêtres revenus sur Terre. Donc, quand les gens meurent, leur âme se réincarne dans des abeilles. Et j'ai trouvé cette image extraordinaire. Imaginez la personne qui part, qui a été nourrie par les plantes pendant toute sa vie, qui meurt et son âme se réincarne dans un pollinisateur pour aider les arbres à s'épanouir encore. J'ai trouvé ça fantastique et ma grand-mère aimait beaucoup le monde végétal. Elle aimait le végétal et je pense que c'est elle qui a déteint sur moi pour vrai, parce que moi j'ai toujours eu un rapport singulier avec les plantes, avec les baobabs surtout, parce que je m'ennuyais beaucoup, puis on avait beaucoup de légendes autour des baobabs. J'ai raconté ça dans oui, j'ai un livre à ces ici, arbres, ce qui appartient à ces arbres, celui-là, oui, où je raconte comment mon arrière-grand-père, mon grand-père aussi sont enterrés sous le baobab au milieu de nos champs. Puis moi, quand j'ai commencé la biologie, j'étais certain qu'ils sont dans l'arbre, tu sais. Ils sont là-dedans. Ils me disaient, le baobab, il a incorporé mes grands-parents. Ils sont là-dedans. C'est vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ma grand-mère aussi était tout le temps sous cet arbre. Puis moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Puis ça a pris à 4-5 ans, mon père m'a dit, c'est une épidémie de variole qui a emporté ses 2 enfants, ses 2 garçons. Ils sont enterrés sous l'arbre. Puis ils étaient tout le temps là, elle. Sous l'arbre. Alors moi, les plantes, c'est un univers qui m'a toujours fasciné. Et quand j'ai écrit Apprendre sur le tas, c'est pour parler c'est pour parler indirectement aussi de la force des plantes. Les plantes, on les a sous-estimées, mais on se rend compte que sont plus forts que nous en fait. Sont plus résilients, sont plus forts, sont plus âgés. Les plantes à fleurs, ils ont 150 millions d'années d'existence. Ça fait longtemps là. L'Homo sapiens, l'humain moderne, c'est 300 000 ans maximum. C'est rien. Puis les plantes, si vous voulez apprendre la résilience, là, c'est les plantes. Regardez le pissenlit. Qu'est-ce qu'il y a de plus résilient que le pissenlit? Ouais, moi je le dis à mon voisin, tu peux faire ton suprémaciste vert, mais je te dis, le pissenlit, tu ne pourras pas le chasser d'ici. Parce que tu peux le couper jusqu'à ras de sol. Même si tu développes une tondeuse à guidage satellitaire, tu ne pourras pas venir à bout du pissenlit. Ça a été démontré par les biologistes que le pissenlit, entre 2 passages de tondeuse, maintenant, c'est adapté pour fleurir. Puis, vous voyez, hein, c'est ça, tu peux couper 90% des plantes qui vont revenir à la vie. Un humain, qui peut faire ça? L'humain, ses organes sont compartimentés, le rein, le foie, le pancréas, le cerveau. Tu tires sur le cœur, c'est fini. Tu tires sur la tête. Les plantes ont compris que non, ça, c'est pas payant. L'évolution leur a dit, ne mettez pas d'organes vitaux sur vous autres. Et du coup, tu vois, même leurs spermatozoïdes, c'est juste temporaire. Ils les envoient dans l'air, les gens toussent. Ils disent, c'est du pollen. J'ai dit, non, tu étais en train de t'étouffer avec des spermatozoïdes de plantes. Ils sont forts. Les plantes sont fortes, Et
Je le dis parce que quand tu regardes l'exposition sur le... Je ne l'ai pas vu encore, l'exposition sur le caca ici, mais le caca, c'est le point central, c'est extraordinaire pour les végétaux. Les végétaux ne peuvent pas bouger. Donc, ils ont dit, il faut instrumentaliser les animaux, travailler, les faire travailler. Regarde, si on est ici, dans cette salle, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques Cartier qui est arrivé ici en 1534. Qu'est-ce qu'il cherchait, Cartier? Des graines de végétaux, des produits végétaux. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Les Christophe Colomb, les Magellan, les Jean Cabot, toute cette gang sont arrivés ici. C'était des chercheurs de plantes avant tout. Ils ne cherchaient pas d'autre chose. Les plantes, ils n'ont pas besoin de bouger. Ils ont travaillé les animaux pour en faire des esclaves. C'est la vérité. On passe notre temps à cultiver, à aller s'occuper de leurs graines, de leurs plantes. Et ils sont extraordinaires parce qu'ils ont poussé la chose jusqu'à inventer les fruits. Tu sais, un fruit, ça ne sert à rien à une plante. C'est juste un leurre. La graine, oui. Les biologistes ils disent une graine, c'est un bébé qui dort avec son lunch. Tu sais. Ah, il peut dormir très longtemps. C'est un bébé qui peut dormir. Mais le fruit autour, c'est un leurre. La plante met le fruit et dit, j'offre cette friandise à celui qui voudra semer ma graine. Alors, quand tu cueilles la mangue, petit empire, la plante a dit, c'est fantastique, va partir avec la graine. Tu sais. Et tu t'en vas avec la graine, tu la sèmes à l'autre bout du monde. Regarde, la mondialisation de la flore, les gens l'ont achevée depuis longtemps. C'est les humains sont partis partout, cueillir des plantes, arracher des plantes, voler des plantes. Si vous vous intéressez un peu à l'histoire des explorateurs, leur rapport avec les plantes d'intérêt, vous allez comprendre que les plantes n'ont pas besoin de... Tout ça pour dire qu'en fait, ma grand-mère avait raison, les plantes sont plus fortes que nous. De loin, définitivement. Parce que même avaler leurs graines et aller faire caca là-bas, il y a une discipline de la biologie qui s'appelle l'endozoochorie. C'est la dispersion des semences des végétaux par le caca des animaux. C'est fantastique. C'est extraordinaire comment les plantes réussissent à berner les... Ils bernent les animaux. Il y a une plante africaine qui s'appelle Ceratocarpium. Ceratocarpium, la plante a évolué dans un environnement où, je dis à vue, il n'y a pas vu, mais disons que dans un environnement, parce que Cyril Barrett m'écoute, l'évolutionniste, parce que des fois il me dit Boucard. Mais Ceratocarpium a évolué dans un environnement où il y a beaucoup de bousiers qui roulent des boules de bouse. Vous connaissez les bousiers, hein? Et la plante, au cours de l'évolution, a trouvé une façon très simple de se faire semer ses graines. C'est de transformer les graines en une réplique identique des bouses, des boulettes de bouse. De telle sorte que les bousiers arrivent, ramassent la graine, le roulent jusqu'à la maison, en se disant, j'ai trouvé un lunch pour les enfants, puis ils creusent un trou, sèment la plante, c'est fini. Hein? C'est quand même une intelligence extraordinaire. C'est une graciosité de l'évolution qui est fantastique. Et des exemples comme ça, il y en a plein là. C'est ça. C'était quoi la question d'abord? Dans un autre. Ouais. Tu vois que j'ai le marche-patate assez facile, là. Ah ben, moi j'adore ça, c'est parfait. Je suis sûre que les gens sont ici pour entendre de toute façon. Cette capacité de vulgariser ça a été aussi beaucoup mise à profit dans le cadre des boucardises. Oui. Qu'est-ce que c'est, les boucardises? Ah, les boucardises, c'était une copie des pinardises. Vous connaissez les pinardises? Moi, Daniel Pinard fait partie des gens qui m'ont donné comme... parce qu'un jour, il a découvert que j'ai enseigné à Rimouski, que je faisais de la vulgarisation, puis elle m'a invité chez France Baudouin, faisait une émission à Grande Côte d'Écoute, puis Daniel m'a invité là, puis pour dire du bien de moi. Puis moi, je rendais hommage dans mes salles de classe parce que je faisais... Donc, ces capsules pour les étudiants qui s'appelaient les boucardises, parce que les étudiants s'endormaient dans mes classes des fois. J'ai enseigné la biochimie structurale et le métabolisme énergétique. C'est pas sexy. Il y en a un qui ronflait à un moment donné. Parce que c'était le jeudi, le mercredi, ils sortent puis ils boivent la bière. Puis à un moment donné, je demande à son copain, j'ai dit, Emmanuel, veux-tu le réveiller, Claude? Emmanuel me répond, non, Boucard. C'est de la responsabilité de celui qui l'a endormi de le réveiller.
Ah non, j'ai dit, même si on était dans une classe, j'ai dit, veux-tu mon point chailleul? Il a dit qu'il n'avait pas faim. Mais c'est ça, là, je faisais ces capsules d'humour un peu pour faire rire les étudiants, des fois. Je parlais des protéines, puis j'ai tombé sur le cannibalisme. Je me dis, mais pourquoi? C'est possible. Protéines humaines, c'est juste une protéine, c'est les mêmes acides aminés. Alors, les étudiants aimaient beaucoup ces clins d'œil humoristiques. Et puis, un jour, les auditions du festival Juste pour rire étaient de passage à Rimouski, puis ils sont allés chercher le formulaire, puis ils m'ont inscrit, sans que je le sache. Mais j'ai découvert par la suite qu'ils voulaient se débarrasser de moi, en fait. Mais j'ai pris ça comme un défi. Je suis allé faire les auditions et j'ai gagné les auditions du festival Juste pour rire pour l'Est du Québec. Et je devais aller représenter l'Est du Québec à Montréal. C'était drôle, ça. J'avais mon boubou africain. J'arrive au musée Juste pour rire, représentant l'Est du Québec, et moi j'apparais. Je voyais dans la salle, les gens disaient, nom de Dieu, le réchauffement climatique est parti. Ah non, tu voyais, ils disaient, non, ça ne se peut pas là. Mais c'est comme ça un peu que j'ai commencé, Julie, à faire des numéros d'humour. Je remercie des gens de Québec aussi, c'est les Sylvain Parent-Bédard, Mario Grenier, mon ami François Léveillé. Donc, c'est les premières personnes qui m'ont mis sur scène ici. Et puis, j'étais chanceux parce que c'est Guy Latraverse qui faisait les productions des Grands Rires ici avant. Avec sa boîte de production, ça s'appelait Sogestal. Et puis un jour, je fait des numéros dans des galas et Guy Latraverse était là. Puis il aimait ça, ce que je fais. Puis il m'a produit dans une petite salle de spectacle, le Petit Medley à Montréal. Il dit, Boucard, je vais te faire connaître les gens de Montréal. Je fais plus ça, mais je vais te faire connaître les gens de Montréal. Je le salue, Guy. Il a vieilli beaucoup, mais c'est une grande personne. C'est un grand Guy Latraverse, généreux, vraiment cool. Puis c'est comme ça que, c'est ça. L'humour, ça a commencé comme ça. Puis après, je suis allé cuisiner à la télé. La palourde royale. C'est ça. Ça a été le porte-malheur qui m'a porté en bas après là. Ça, c'est sûr qu'on est marqué à tout jamais. C'est vrai, ça t'a marqué? Ben, c'est sûr. Non, mais y a-t-il quelqu'un qui peut dire, je suis pas au courant de c'est quoi la palourde royale? Ah, il y en a qui ne le savent pas encore, hein? Pour vrai? Ben, on pourrait le raconter, peut-être. Oh non! Ça s'appelle la palourde, mais c'est très lourd de conséquences. Imagine-toi 800 émissions de 1h30 et tout ce qui reste dans l'imaginaire des gens. C'est ces 2 minutes d'hystérie autour d'une bisoune marine, là, moi. Non, ça c'est horrible, là, Julie, ça a été horrible, la palourde pour moi. En tout cas, ça nous fait bien rire. Donc, on change de sujet, on va oublier la palourde un peu. Rédaction du premier livre. Oui. Parce que là, c'est ça, parce que là, il y a de la scène, il y a toutes sortes de choses qui se passent, il y a de la télé. Rédaction du premier livre, si je ne me trompe pas, ça doit être Sous l'arbre à palabre, mon grand-père disait en 2007. Oui. C'est ça, hein? Le premier livre. Qu'est-ce qui vous amène à écrire le premier livre? Ben, parce que la nostalgie. La nostalgie du pays, ça c'est le drame de tous les immigrants, parce qu'on s'attache à où on est, mais on pense à d'où l'on vient. Puis moi, ça a été la famille qui est très loin d'être ici, puis en même temps, moi, je suis quelqu'un qui... Ça a été un coup de foudre. Le Québec, ça a été un coup de foudre. J'ai vu les battures du Saint-Laurent, ça m'a fait du bien. J'ai aimé ça. J'ai tellement aimé ça, là. Donc, de rester ici, mais aussi d'avoir cette espèce d'être ici, puis penser. Puis moi, je vais parler beaucoup de mon grand-père, parce que je viens d'une société un peu phallocratique sur les bords. Même si ma grand-mère m'a raconté bien plus d'histoires que mon grand-père. Mon grand-père s'est incarné dans mon corps. Je l'aimais bien, mais je l'ai exagéré beaucoup. Je dois vous le dire. Ah oui, c'est vrai, là. Il y avait 4 femmes. Il ne pouvait pas être sage quand même aussi. D'ailleurs, je dis ça souvent à mon fils. Je lui dis, écoute, tu sais quoi ton histoire à toi? C'est que moi, mon grand-père avait 4 femmes. Mon père en a 2, moi j'ai droit à une épouse et je te souhaite bonne chance. Mais au moins au Québec on dit une tendre moitié, ça fait qu'il est sauvé. Il va avoir une tendre moitié, c'est correct ça. La suite tient.
Mais c'est ça, alors j'ai pensé beaucoup à... L'Afrique m'a manqué beaucoup les premières années. Quand j'ai fait du spectacle, j'ai commencé à citer les proverbes africains. C'est des proverbes de l'Afrique au sud du Sahara, du Nord. Et donc j'ai décidé de raconter ces petites histoires qui sont les tribulations de Boucar Diouf, surtout dans l'Est du Québec, sur fond de choc culturel, de choc thermique. Et on retrouve les petits proverbes là-dedans. C'est un livre de toilette. Non, mais c'est vrai, c'est juste pour faire sourire les gens. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Les gens lisent, puis ça leur fait du bien. C'est juste le rire. Il y a une sagesse qui dit, le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Mais c'est ça. C'est un peu ça, le sous l'arbre à palabre. C'est vraiment ça. Là. Les textes que je faisais dans mes premiers spectacles, mon premier spectacle, je les ai mis là-dedans. J'ai écrit d'autres textes sur mon enracinement sur les battures du Saint-Laurent, les problèmes que j'ai rencontrés, et puis comment je les ai surmontés. Mais les gens trouvent les proverbes en lisant ces histoires-là. Et puis, les gens l'aiment parce que depuis, il est en librairie, hein, il se vend tout le temps. À chaque année, je pense qu'il est fini, mais il est tout le temps là. Par contre, quand tu écris un livre sur les microbes, au bout d'une année, c'est fini, lui. On verra, là, il vient de sortir quand même. Il y a aussi des contes jeunesse qui ont été écrits, Oui, comme par exemple le brunissement des baleines blanches. Oui. Qu'est-ce qui vous amène à écrire pour la jeunesse? La jeunesse, on va s'entendre, là, ça s'adresse aux jeunes, mais les moins jeunes peuvent lire ça aussi et y trouver beaucoup de plaisir. Mais qu'est-ce qui vous amène à écrire pour ce public-là? oui, j'ai écrit cette trilogie sur le Saint-Laurent, le brunissement des baleines blanches, Joe Groenland, la route du Nord, et Jonathan et la sagesse du corbeau. Donc, ces 3 livres, c'est pour dire merci au Saint-Laurent. Je t'ai dit, moi, je suis arrivé ici, c'est d'abord le fleuve qui m'a fait capoter. Ensuite, les gens qui habitent autour. Mais moi, j'ai écrit ça pour dire merci parce que l'eau du Saint-Laurent coule dans mes veines, hein, je le sais maintenant. Puis je voulais amener aux jeunes l'importance du Saint-Laurent, leur dire que ça, là, c'est l'artère principale du Québec. Si on était un organisme, c'est ça, c'est le cœur, c'est le sang, c'est l'artère principale du Québec. C'est le chemin par lequel la francophonie américaine a commencé. C'est l'autoroute, tu sais. C'est l'autoroute, puis je voulais aussi le dire, c'est aussi le Mactogoec des Algonquins, parce que c'est comme ça que s'appelait le Saint-Laurent avant l'arrivée de Jacques Cartier. Il s'appelait le grand fleuve Hochelaga, le Mactogoec des Algonquins. On l'appelait par plein de noms, mais mon préféré, c'est vraiment le chemin qui marche. Je trouve ça poétique. Puis j'ai toujours dit, ces 10 dernières années, ce serait le fun de lui redonner ce nom-là. Dans le cadre de cette réconciliation, parce que pour moi, Saint-Laurent, j'ai rien contre Saint-Laurent. C'est un saint martyr qui a été brûlé sur un lit de charbon en 258. C'est le saint patron des cuisiniers rôtisseurs. Tu pensais à Saint-Hubert Barbecue, hein? Mais j'ai rien contre Saint-Laurent, mais Saint-Laurent n'a rien fait ici pour que ce grand fleuve porte son nom, honnêtement. C'est pour moi Mactogoec ou le chemin qui marche. Ça, pour moi, la charge poétique et historique est tellement forte. Parce que c'est un chemin qui marche, c'est la marche de l'histoire, c'est le déplacement, c'est des eaux qui coulent tout le temps. Et pour moi, c'était ça. C'était ça aussi, de rappeler l'importance de protéger le Saint-Laurent, de protéger ces espèces témoins que sont les belugas. Parce que pour moi, les belugas, le Saint-Laurent a un ancêtre. Son ancêtre, c'est la mer de Champlain. La mer de Champlain s'est retirée, nous a laissé le Saint-Laurent. Mais quand la mer de Champlain s'est retirée, les belugas étaient là. Donc, ils connaissent l'histoire du Québec, de l'Amérique française en tout cas. Et je voulais juste faire un clin d'œil. Mais je suis content parce que ça fait longtemps que j'ai écrit ce livre. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'écoles à Montréal qui l'utilisent. Il a été réédité. Oui, il a été réédité. Puis la trilogie est utilisée par beaucoup d'écoles de Montréal. Puis tout cet été, j'ai travaillé j'ai fait une Bible pour le groupe Carpe Diem. Carpe Diem qui ont fait la guerre des Tucs. Et ils font des séries, ils veulent faire des séries avec ces livres-là pour la télé. Donc, ils sont allés chercher des partenaires en Europe, aux États-Unis, pour mettre ça à la télé. Ces personnages-là. Puis voilà, c'est ça. C'était mon merci à la rivière, à la grande rivière qui coule dans nos veines, parce que c'est ça aussi, là, c'est
L'eau, c'est ce que les jeunes ont le plus important ici, bien avant tout le reste. Tout le reste, c'est intéressant économiquement, mais c'est des désirs. L'eau, c'est un besoin. L'eau, c'est un besoin fondamental. C'est l'endroit où on est né. La vie s'est épanouie dans l'eau pendant 3 milliards d'années avant de sortir sur les terres immergées. Puis on le voit, on ne l'a pas quitté la mer. Si on dit notre terre-mère, on devrait dire notre mère-mère. Parce qu'en fait, c'est dans la mer qu'on a vu le jour. On a vécu là 3 milliards d'années avant de conquérir la terre ferme. Et on le voit, l'humain, ce n'est pas un animal terrestre, c'est un amphibien. Il a besoin de l'eau. Si tu l'enlèves de l'eau, là, c'est fini. Et regarde, même nos fœtus encore grandissent dans une mer intérieure qui s'appelle le liquide amniotique. Donc on n'a pas quitté la mer, on l'a enfermé dans notre corps. C'est devenu du sang, des liquides physiologiques salés. Tu vois, nos fœtus grandissent dans une mer intérieure. Et nos spermatozoïdes, j'ai parlé de ça beaucoup dans l'autre livre qui s'appelle « Pour une raison X ou Y ». Les spermatozoïdes sont encore des poissons à cause de cette évolution. Ils ont besoin de l'eau pour se déplacer. Et donc, c'est tout ça, je voulais dire aux jeunes. Si vous aviez quelque chose à travailler, à mobiliser vous pour préserver 3 choses. Les terres, la forêt et l'eau. C'est ça le plus important. Les terres, la forêt, l'eau. Les mines et tout le reste, c'est bon. Mais on va voir. Le futur va nous dire. Vous allez devoir défendre l'eau du Canada, du Québec. C'est sûr. Parce que les Américains ont un œil là-dessus. Puis quand les Américains ont un œil sur toi, vous avez vu ce qui se passe en Californie cette année? 0 eau. Parce qu'avant, ils avaient des problèmes d'eau. Donc, ils ont décidé de patenter des structures pour dériver l'eau des montagnes de la Sierra Nevada. Et ils ont fait un gros lac. Et donc, dans ce désert, un gros lac pour l'arroser, faire pousser des pelouses, tout ça, là. Cette année, le lac, que dalle. Ils n'ont plus d'eau. Il leur reste une chose, c'est l'aquifère d'Ogalala qui parcourt les grandes plaines. Et là, les géologues ils disent, allez-y, mais vous allez voir, ça va partir bientôt. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Puis ça va prendre des milliers d'années à renouveler ce lac souterrain. Tu sais. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils regardent dans le nord, puis ils tapent du pied. Puis un jour, ils vont dire à Trudeau, tu sais, notre alliance, notre accord de libre-échange, là, on va le renégocier, viens ici. Je ne sais pas si c'est Trudeau qui va être là, on ne sait jamais, parce que ça a l'air qu'il est là pour la vie, là, tu sais. Ils vont lui dire, reviens ici, on va re-signer, puis on va mettre l'eau là-dedans. Ça veut dire que même s'il n'y a plus de pétrole et on a entamé le virage vert, moi j'ai mis une hypothèse il y a 5 ans dans les médias, puis les gens m'ont dit, tu charries. Mais c'est une hypothèse. Moi j'ai dit, vous voyez tous les tuyaux qu'on pose au Canada pour transporter le pétrole. Checkez à quoi ça va servir dans le futur. C'est l'eau, ça va servir à transporter de l'eau, parce que l'eau va être plus chère que tout ça. Acheter 1 litre d'essence dans une essencerie, ouais, en Afrique de l'Ouest on dit une essencerie. Ben oui, quand tu vas dans une fromagerie, c'est pour du fromage. Oui, tout à fait. Tu sais, une épicerie, donc nous on dit l'essencerie, on ne dit pas un poste de gaz, parce qu'il n'y a plus de gaz là-dedans d'abord, ou une station-service, il n'y a plus de service, donc on dit essencerie. Non, mais c'est vrai, c'est de la fausse représentation, pareil. C'est vrai. On va à l'essencerie. Alors, si vous allez dans une essencerie, vous achetez 1 litre d'eau SK et vous achetez 1 litre d'essence. Et regardez qu'est-ce qui est plus cher, d'accord? Et ça vous donne une idée de ce que le futur va être. Alors voilà, c'était vraiment ça l'idée de cette trilogie autour des... Et le reste, c'est environnemental, c'est l'érosion de la biodiversité aussi. C'est triste, c'est une grande tristesse de voir tous ces êtres vivants que la nature a mis des millions d'années à fignoler disparaître. Ils disparaissent. C'est une centaine d'espèces par, je ne sais pas combien, j'avais vu dernièrement les statistiques, tu ne veux même plus voir ça, c'est épouvantable. Parce que c'est un sablier qu'on ne pourra jamais retourner, c'est fini, ils disparaissent, c'est parti. Puis c'est ça, il y a quelqu'un, mon grand-père c'était toujours ce sage qui disait, n'oubliez pas, un animal nuisible, c'est juste une bibite dont vous n'avez pas appris à ouvrir le cœur. Ouais, c'est la dernière citation que mon grand-père a fait avant de mourir d'une piqûre de guêpe en passant. Hein? C'est une blague, ok?
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a un rapport très utilitariste avec la biodiversité, l'humain. Il y a ce qui nous sert et le reste, c'est nuisible. Ce qui nous sert, c'est bon. Ce qui ne nous sert pas, ça peut disparaître. Et ce qui ne nous sert pas, on pense que ça ne nous sert pas. Mais en réalité, on ne sait pas. Un écosystème, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux créer une petite brèche quelque part, puis tu te rends compte que les répercussions sont énormes, à des niveaux que tu ne pouvais même pas imaginer. Ouais. C'est ça. Vous avez écrit un livre aussi très personnel pour l'amour de ma mère et pour remercier les mamans. Oui. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre-là? Ah, c'est parce que j'avais parlé beaucoup de mes grands-parents, puis ma mère. Moi, j'ai été élevé par une femme, c'est ma maman. Puis le rapport que j'ai avec maman, c'est ma jambe. Moi, j'ai une jambe, c'est une jambe qui est complètement maganée, là. Je clopine, mais je marche droite dans la vie, OK? Mais ma jambe, c'est le virus de la poliomyélite qui m'a charcuté ça, là. C'est quand j'étais à l'âge de 6 ans. En fait, je l'ai attrapé, puis ça a été quand même pas pire. Je m'en suis sorti parce que j'ai 2 frères qui y sont passés aux autres. C'est pour ça que les pandémies, des fois, moi, ça va me chercher profondément. J'ai 2 frères qui y sont passés, puis moi, ça a été contrôlé, sauf que ma mère, un jour, m'amène à l'hôpital parce que j'avais la malaria. Puis elle allait vendre le lait, le lait caillé, là. Parce que moi, c'est les vaches qui m'ont fait étudier, là. Ils m'ont donné le lait que ma mère vendait, allait vendre ça au marché. Puis elle m'a laissé à l'hôpital. J'avais 6 ans et demi peut-être, là. Puis elle a dit, je vais revenir avant que tu passes. J'avais la malaria, vomissais partout. Puis avant qu'elle arrive, l'espèce d'infirmière qui était là, c'est pas une infirmière, je ne veux pas insulter les infirmières, on appelait ça en tout cas, c'est elle qui s'occupait de piquer les gens. Puis elle m'a piqué sur le nerf sciatique, 2 fois. Puis je suis arrivé à la maison, là, ma jambe a fait pap. C'est fou, hein, comment la vie est tellement bizarre, parce que moi, je me suis retrouvé à enseigner la physiologie humaine aux infirmières à l'université. Puis à chaque session, je leur posais la question, pourquoi il ne faut pas piquer sur le nerf sciatique? Il ne faut pas que tu rates cette question-là, parce que sinon... Alors, c'est un peu cette histoire. Puis ma mère s'est sentie toujours coupable de ça, tout le temps. Parce qu'elle n'était pas là à ce moment-là. Elle n'était pas là, puis elle a toujours dit, si j'étais là, ça ne serait pas produit. J'ai dit, mais non, c'est ça, c'est la vie, là. Puis quand j'étais jeune, j'étais très complexé par cette jambe. C'était horrible parce que mon père me le rappelait, je l'ai écrit. C'est pas très gentil pour papa dans le livre, même si c'est quelqu'un d'extraordinaire, mon père. C'est un homme de son temps. C'est-à-dire, il n'est pas dans les motifs. Il faut nourrir les 19 enfants, c'est ça ma préoccupation. Mais d'écouter tes émotions, là, non. Alors, c'est un peu ça. Puis, j'étais très gêné par ma jambe quand j'étais jeune. Beaucoup, l'adolescence, c'était très, très dur. Puis, mon père me le rappelait parce qu'il voyait chez moi un peu son père. Moi, quand je suis venu au monde, il m'appelait Boukhar. Et en grandissant, il voyait la ressemblance avec mon grand-père. Puis, ça le faisait capoter parce que je viens d'une tradition qui est animiste. Hein. Et l'animisme n'est pas loin. Nous, on croyait que les âmes revenaient. Une partie des âmes restait auprès des divinités, ce qu'on appelait les ancêtres. Puis on leur demandait des faveurs pour qu'ils intercèdent auprès du grand Dieu. Et l'autre partie revenait dans la famille. Et des fois, moi, dans ma culture d'origine, il arrivait que le papa soit tellement certain qu'il a engendré son propre père, qu'il dit, je ne peux pas élever cet enfant. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui l'élève. Donc, on l'a mené à un oncle, mais je ne peux pas. Alors ça, c'est une croyance qui est très ancrée chez eux. Et mon père a toujours été convaincu que je suis son papa. J'ai essayé de lui faire comprendre que je ne veux pas être son père, mais il m'appelle papa jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais avec les enfants, j'entends dire, m'appeler papa. Pourquoi il t'appelle papa? C'est une vieille histoire. Mais bref, grosso modo, puis quand j'étais jeune, il disait tout le temps, Boukhar, t'as une mauvaise jambe, puis une bonne jambe, puis il me le rappelait tout le temps. Vous jouez au soccer, non, assieds-toi ici.
tu vas détruire ta bonne jambe. Si tu détruis ta bonne jambe, tu ne pourras plus marcher. Et ça, quand tu le fais, quelqu'un, tu le répètes tout le temps, ça finit par s'imprégner dans son corps. Moi, je suis parti, puis j'avais cette valise-là sur la tête. Je suis arrivé ici avec cette valise, moi. Elle était lourde, très lourde. Puis les bagages, c'est mon père qui les avait mis là-dedans. Puis quand je vous ai dit, moi, ça a été un coup de foudre. C'est quand je suis arrivé ici, là, c'est comme si tout le monde avait attrapé ma valise et on dit dépose par terre. On va alléger ce bagage-là. On va en jeter. Et j'ai senti une liberté. Personne ne me parlait de ma jambe. Personne ne me regardait. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. C'est comme si je vivais une renaissance. Je le raconte dans le livre. C'était une deuxième vie que je vivais. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, moi, c'est ici que je veux vivre. C'est là. Et c'est fantastique parce qu'aujourd'hui, quand je retourne au Sénégal, papa me dit tout le temps, Boucar, comment va ta mauvaise jambe? Et je lui réponds, laquelle? Mais c'est vrai, je lui réponds laquelle, parce que moi, ce que je suis devenu, c'est ma mauvaise jambe qui l'a fait. C'est pas celle-là. C'est l'autre. C'est l'autre qui a tracé la trajectoire de ma vie. C'est elle qui m'a amené à me dépasser à l'école, parce que je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas jouer au soccer comme mes frères. Je voulais me valoriser autrement. Alors, j'ai travaillé à l'école. Donc ça, je lui dois ça. L'humour, c'est pareil. L'humour, c'est juste un mouchoir que j'ai manipulé pour dévier l'attention des gens, pour leur dire, regardez-moi pas. Regardez, j'agite ça ici. C'est ça aussi. Alors donc, ce besoin de communiquer, de s'ouvrir aux gens, de tout ça, je lui dois ça. C'est pour ça que je dis à mon père laquelle, en fait. Laquelle. Puis c'est ça que quand tu dis c'est personnel, c'est vrai, parce que c'est le seul livre que j'ai lu, que j'ai écrit, je l'ai lu. Et puis, ça m'a fait de quoi? Parce que tout le reste, c'est beaucoup dans la science, mais c'est un peu ça, l'histoire de ce bouquin. Mais maman, ça n'a pas été... Comme elle ne peut pas lire les livres, je lui ai amené, parce que j'ai mis sa photo sur la page couverture. Oui, là, je l'ai en version numérique, celle-là, c'est un peu moins sympathique à montrer. Là. Mais on voit la photo de sa mère. J'ai mis sa photo sur sa couverture, parce que quand j'étais jeune, ma mère me disait, Boucar, la seule photo que j'étais enceinte de toi. Puis c'est celle-là, tu sais. Mais moi, je n'ai pas de photo d'enfance. J'ai grandi dans un village où se faire photographier, j'ai une seule photo, je ne me souviens même pas comment ça a été pris, mais j'ai aucun souvenir de traces, de souvenirs de mon enfance Et ma mère a eu cette chance-là, en 1965, elle était enceinte de moi. Fait que je l'ai mis dans le livre, c'est la seule photo d'enfance que j'ai. Devinez où est Boucar. Mais c'est ça, c'est vrai que c'était très... je me suis raconté beaucoup dans ce livre. Oui, c'est la première fois, moi j'avais l'impression que c'était vraiment abordé aussi par rapport à la jambe, parce qu'il y avait eu déjà un petit bout qui avait été abordé dans un autre livre alors je pense que c'est dans lui. Oui, dans celui-là, je pense à la fin, justement, il y avait un petit bout par rapport à la jambe, mais pas plus que ça. Mais ça a été très thérapeutique. Moi, je suis content, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, je vais faire ta thérapie. Parce que c'est ça, là. Moi, j'étais tellement complexé, là, que... En tout cas, je ne savais pas où je vais m'en aller avec ça. C'est très lourd, hein. Moi, je dis ça aux parents, de faire attention, parce que c'est moi, j'ai réalisé à quel point, là, mes parents, mon père a été lourd pour mis des charges quand j'ai rencontré Martin Deschamps. Martin Deschamps, et j'ai vu ce gars-là, comment il était libre, malgré tout ce qu'il avait, l'adversité. Il jouait de la batterie, conduisait des chars, riait de sa condition, puis j'ai dit, c'est ça que j'ai manqué, moi. Moi, je me suis senti comme un éléphant qu'on a attaché là, comme dans la sagesse asiatique, l'éléphant qu'on attache tout petit avec une corde là, et qui en grandissant devient un mastodonte, mais il est convaincu encore qu'il ne peut pas tirer sur la corde et partir là. Moi, je me suis senti un peu comme ça, donc, et ça a été thérapeutique pour moi de faire ça. Puis mes enfants sont arrivés, puis ont complété la thérapie, parce que mes enfants, mon fils, je pense qu'il a senti tout de suite toutes mes vagues à l'âme, là, tout ce qui me dérangeait, on dirait qu'il est venu au monde là, puis il a tout de suite senti. Quand il a commencé à marcher, la première chose qu'il a fait, c'est imiter ma démarche.
Elle me regarde comme pour me dire, garde, sors de ton esclavage mental, puis arrête là, tu sais. Il faisait ça, tu sais. Puis à un moment donné, il me dit, papa, tu sais, j'ai lisé une histoire, puis il me dit, papa, je vais devenir médecin, puis je vais te guérir. J'ai dit, ah ouais? Il me dit, oui, je vais devenir docteur, ta jambe, je vais la guérir. J'ai dit, d'accord. Il dit, montre-moi sa jambe. Là, j'enlève mon pantalon, je lui montre, il dit, oh là 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 là. Je pense que je ne pourrais pas guérir ta jambe. Il dit, peut-être qu'on pourrait essayer avec la magie, là, Abdacadabra, mais je pense que c'est trop tard. Mais ça a été ça, la thérapie, hein, les enfants, c'est fantastique. Et puis, je les ai remerciés dans le livre, j'ai remercié ma blonde. Même ma mère n'est pas capable de communiquer avec Caroline, puis elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Remercie ta femme pour moi. J'ai appelé dernièrement, là, elle me dit, Boucar, remercie ta femme pour moi. J'ai dit, hein? Elle dit tout le temps. Puis quand on va avec Caroline, elle regarde Caroline, puis elle dit, Boucar, tu as trouvé une folle à ta hauteur. Elle dit, toi et elle, je le vois, je ne suis pas capable de communiquer, mais je le sens. Ça fait 20 ans. Elle avait raison. Hein? Le temps file, c'est tellement super intéressant, mais on va quand même discuter de les deux, ben pas les deux plus récents livres, mais mettons, Apprendre sur le tas, justement, qui est avec lequel on peut faire un lien ce soir parce que justement, il y a une exposition aux merdes. Comment ça vient l'idée d'écrire un livre sur la merde? Ah, mais parce que moi, je suis un végétaliste avant. J'ai fait la maîtrise en biologie végétale avant d'aller en océanographie. Et j'ai été toujours passionné par les plantes. Puis le lien que les plantes entretiennent avec le caca, c'est fantastique. C'est ça qui a catalysé la chose, en fait. Parce que chaque plante a son semeur, hein, dans les animaux. Quand tu ne peux pas bouger, tu instrumentalises un animal pour semer. Je suis en train de tourner des séries documentaires. Je ne sais pas si vous... J'ai fait une série documentaire qui s'appelle Manger, que j'ai fait... Puis là, j'ai fait une série documentaire sur l'histoire des courges cette année. C'est les courges en Amérique, qui sont des plantes américaines. Les courges, alors... Et les courges ont failli disparaître en Amérique. C'est l'humain qui les a domestiquées. Mais les courges étaient semées par les mastodontes, les gomphoptères et toute la mégafaune qui était ici, les paresseux géants aussi. Les paresseux géants, c'est eux qui avalaient les fruits des courges. Puis après ça, ils ramollissaient les graines. Tous ceux qui font pousser des courges géantes savent qu'il faut limer la graine un peu et la ramollir. Et ça, c'est les mastodontes qui faisaient ça avant. Et les courges, c'est les seuls qui étaient capables de les manger, d'avaler les graines et d'aller les semer. Et quand les sapiens sont arrivés ici, ils ont décimé la mégafaune. Ils ont décimé toute la mégafaune, les paresseux géants, les mastodontes sont partis et les courges se sont retrouvées sans semeur. Ah? Et les courges ont failli disparaître et les archéologues ont découvert que c'est vraiment quand l'humain a commencé à s'intéresser aux courges pour les utiliser comme récipients et tout, qui ont la coque coriace, ils ont redomestiqué les courges, puis c'est eux qui sont mis à les semer. Mais on les aurait perdus, tu sais, parce que les autres animaux ne pouvaient pas les manger. Parce que les courges ont une toxine qui s'appelle la cucurbitacine. Et les versions sauvages, même les chèvres comprennent qu'il ne faut pas qu'ils mangent ça. Ils comprennent parce que... Et donc, c'est un peu ça. Chaque plante, les plantes, la plupart ont des semeurs. Les avocats aussi, c'est les humains qui les ont sauvés. Parce que les avocats, c'est les paresseux géants qui ont des grosses graines, hein, les noyaux. Et puis, c'est les avocats, c'est les paresseux géants qui les semaient. Quand les paresseux géants sont partis, on failli disparaître. Il a fallu que l'humain s'intéresse à ça. Donc, l'humain ne fait que perpétuer des contrats qui étaient offerts aux animaux par les plantes. Et généralement, les plantes, tu avales les graines et tu t'en vas semer à l'autre bord. Le piment, c'est l'exemple classique. Le piment est originaire d'Amérique du Sud, il est allé vers l'Amérique centrale, mais c'est les oiseaux qui le transportent. Nous, quand on mange le piment, pourquoi il nous pique? Parce qu'on n'a aucun rôle dans le cycle du piment. Zéro. Parce que quand il traverse notre intestin, il ne pousse plus ici. Le piment ne pousse plus quand il traverse notre intestin. Par contre, s'il passe par les oiseaux, les oiseaux l'amènent, avalent les graines. C'est pour ça que les oiseaux sont insensibles à la capsaïcine. Par contre, la tomate, la tomate aime passer par nos intestins. Demandez aux gens qui font les boues d'épuration.
Partout où tu répands des boues d'épuration, ils poussent des tomates en quantité industrielle. Pourquoi? Parce que les tomates ont traversé par le caca des humains, puis se retrouvent dans... Même les centres de traitement ne font qu'améliorer leur capacité de germination. Alors, dès qu'ils répandent ça dans les champs, les tomates poussent partout. Alors, ce rapport-là entre le végétal et l'animal, l'humain dit « j'ai domestiqué les végétaux », mais en réalité, c'est les végétaux qui ont domestiqué les humains. Harari dit ça dans Sapiens, si vous connaissez ce roman, ce livre très connu. C'est le blé qui a domestiqué l'espèce humaine, et non l'inverse. On passe notre temps à s'occuper des plantes, c'est notre passion première. On les cultive, mais les plantes, chaque plante a son semen. Regarde le durian. Le durian qui sent très fort, les gens n'aiment pas ça. C'est interdit de le rentrer dans les transports en commun dans certains pays d'Asie. Parce que le gros fruit, vous connaissez? Le durian. Parce que le durian, c'est un vocabulaire, toutes ces odeurs, c'est un vocabulaire qui ne s'adresse pas à l'espèce humaine. C'est les orang-outans et les calaos qui disent « venez chercher, c'est prêt ». Et aux autres, quand ils prennent, ils avalent les orang-outans, ils s'en vont. Ils s'en vont déféquer les graines de durian à l'autre bout de la forêt, puis ça germe. Les calaos font la même chose. Alors ce lien entre le végétal et l'animal, c'est quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, et je pense que c'est pour ça que le caca, c'est quelque chose d'important. Même si on le méprise, la vie, le caca est au centre de la vie. Mon père, qui était un cultivateur, regardait la bouse de vache, puis voyait ça comme de l'or. Quelqu'un qui vient de la ville regarde ça et dit c'est de la marde. Vous voyez, mais nous on répandait ça dans les champs, puis on était contents. Biologiquement, c'est quelque chose de fantastique. Je pense que ça ne veut pas dire que c'est extraordinaire. Je vous le dis tout de suite, le caca, c'est aussi quelque chose de dégueulasse. C'est quelque chose qui contient beaucoup de microbes. Mais je pense que les Québécois ont compris cette dualité, que le caca, c'est précieux, mais c'est en même temps dangereux. Parce que quand un Québécois te dit « c'est un plein de marde », ça, tu sais que c'est pas bon. Des fois aussi, tu entends les gens dire « il a donné un char de marde ». Ça, c'est de la générosité à son maximum, là. Non, mais parce que tu peux donner une chaudière, mais là, un char au complet, c'est pas trop. Ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. Et tu entends aussi le bout de la marde, tu sais. Ça, je n'ai jamais compris. Mais fou comme de la marde aussi. Fou comme la marde, fou ça. Fou comme la marde, ouais. C'est quand même quelque chose aussi. Mais tout ça, c'est mauvais. Mais quand le Québécois dit « t'es mardeux, t'es chanceux ». Donc, vous voyez que dans le langage populaire, il y a ces deux aspects-là. La marde qui n'est pas bien, mais la marde qui est quand même une chance. Et c'est une grande chance que la marde existe. Parce que sinon, les végétaux n'auraient pas eu occupé le territoire, la terre si largement, les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs, c'est des systèmes coopératifs. Je pense que s'il y a un modèle qu'il fallait copier pour vivre en harmonie avec la biosphère, ce n'est pas le modèle darwinien de compétition puis le prédateur suprême. Il faut regarder les plantes à fleurs. C'est un système coopératif, comme des jardins un peu. Hein? C'est-à-dire que les plantes à fleurs, quand les plantes à fleurs sont arrivées, c'est récent dans l'évolution, les plantes à fleurs. 150 millions d'années, c'est rien. C'est récent. Mais quand sont arrivés des guêpes sphécidés, des groupes de guêpes qui s'appellent des sphécidés, il y a une partie des guêpes qui sont devenus végétariens au cours de l'évolution pour collaborer avec les plantes. Sont devenus les abeilles. Les abeilles descendent des guêpes qui étaient carnivores, sont devenus véganes. Donc vous voyez, ça c'est un argument que les jeunes devraient utiliser pour expliquer l'importance de diminuer la consommation de viande. Les guêpes sont devenues véganes pour collaborer avec les plantes à fleurs. Et les plantes leur donnent du nectar et du pollen. Nectar pour vous, du pollen pour vos petits-enfants et vos enfants. Et ça a été le début d'une collaboration extraordinaire. Mais même avant ça, les plantes à fleurs dans les racines travaillent en collaboration avec les champignons, les mycorhizes. Et les mycorhizes, on dit, ils sont dans la terre. Ils ont des mycéliums qui s'étendent dans toutes les directions. Ils vont chercher l'eau, des nutriments, ils vont aider la plante à combattre les maladies. Et ils disent, tiens mon gars, va faire la cuisine en haut. La plante fait la cuisine et dit, 1/3 des produits de la photosynthèse, je vais retourner ça en bas à mes collaborateurs. Quand je vous dis, c'est un système coopératif. Hein? Ils retournent ça. Et ensuite, les plantes, ils rémunèrent aussi les abeilles.
Les pollinisateurs, j'ai dit les pollinisateurs en général, mais les abeilles en particulier, les plantes les rémunèrent honnêtement, pas toutes. Les orchidées, c'est un exemple, mais je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui. Mais les plantes à fleurs, disons que rémunèrent les abeilles à la hauteur de leur travail. Et cette collaboration, ce système, cette économie de partage. Ensuite, ils ont inventé le fruit pour les gens qui vont semer. Hein? Mais cette économie de partage, c'est ça qui fait leur force. Parce qu'ils étaient minoritaires il y a 150 millions d'années, et il y en avait quelques-uns. Aujourd'hui, ils occupent 80% de la flore terrestre. Pourquoi ? Parce que ce système a fonctionné, la collaboration. Et les abeilles devenues véganes sont 3 fois plus nombreux que leurs ancêtres guêpes. Donc ça, c'est un succès évolutif qu'il faut nommer en ce moment où on parle beaucoup de l'avenir de la planète, puis comment on va survivre durablement avec la Terre. C'est un peu ça. C'est des exemples qui fonctionnent. Et donc, si je reviens à l'exposition sur le caca, c'est ça aussi, c'est l'autre étape. L'autre étape, c'est que les plantes ont compris que si tu fais avaler aux autres les graines, puis tu les laisses aller amener ça, hein, quand la semence est dans le fertilisant, hein, il reste quoi? Tu attends la pluie, puis ça pousse, c'est tout. Hein. Puis c'est un peu ça. Si vous saviez ce que les plantes sont capables de faire pour ça, et ce qu'ils sont capables aujourd'hui, ce qu'on découvre sur les végétaux, personne ne pouvait imaginer ça un jour. Les savants grecs plaçaient les végétaux à côté des roches, presque dans le monde inerte. Maintenant, on se rend compte que les plantes sont capables de communiquer. Il y en a même qui entendent les vibrations, la musique. Ils communiquent, ils font des choses inimaginables. Si vous voulez des idées de lecture, ben, vous pouvez lire les livres du biologiste italien Stefano Mancuso. Mancuso a écrit beaucoup de bouquins sur l'intelligence des plantes qui sont fantastiques. Il y a des conférences aussi, des TED conférences sur Internet, si ça vous tente de les écouter. Mais vous allez voir qu'elles sont extraordinaires. Quand vous allez voir ça, quand quelqu'un va vous dire « tu végètes », là, tu vas le remercier. Hein? Il nous reste quelques minutes avant d'ouvrir la période de questions. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de parler du plus récent, qui est La face cachée du grand monde des microbes, Oui. Que j'ai à quelque part dans ma pile. Et pourquoi le devons tant? Est-ce que c'est un livre que vous avez écrit pendant la pandémie? Non, j'ai commencé à penser ces histoires-là bien avant la pandémie. Mais c'est vrai que la pandémie a catalysé le besoin de le finir. C'est parce qu'on voyait bien que la vision du microbe était devenue juste « sors ton push-push là ». Push. C'est important parce que les microbes ne sont pas gentils, là, toute la gang. Mais les microbes qui sont méchants, il n'y en a pas tant que ça. C'est une bactérie sur 10 000 qui nous cause des problèmes. Une sur 10 000. Chez les virus, c'est 99% n'ont aucun rapport avec nous. Sinon, nous rendent plein de services. Et l'idée d'écrire ce livre, c'était pour faire le lien avec les plantes dont je vous ai parlé. C'est que tout ça, tout ce qui grouille sur la vie, c'est construit sur une fondation microbienne. Les microbes étaient là avant nous. C'est les plus vieilles traces de leur existence, aujourd'hui connues, c'est 3,5 milliards d'années. Nous autres, on a 200 000 ans, 300 000 ans max. 3,5 milliards d'années, les microbes étaient là. Ah, ça, c'est des ancêtres. C'est quand on dit « mon grand-père disait », on parle d'eux autres. Puis on pense qu'on est capable de les éliminer. Moi, il n'y a rien qui me dérange plus que les publicités que tu vois à la télé en disant « les microbes vont mourir, tu push, les bactéries disparaissent ». Là, ils font un microbe qui ressemble à un acarien, tu sais. Vous avez vu les pubs, hein? Ouais, mais c'est parce que ceux qui font ça ne connaissent pas les bactéries, en fait. Parce que s'ils connaissaient les bactéries, ils sauraient que les bactéries sont tellement supérieures à nous à bien des égards. Ils ont vu neiger. Et ils ont des capacités d'adaptation qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais. Jamais. Parce que l'humain, quand tu viens au monde, tes gènes, là, c'est un héritage vertical. Papa et maman se sont aimés, j'ai un poule venant du spermatozoïde et de l'ovule, et c'est moi. Ça fait que quand tu as une déficience génétique, c'est là. À moins que la science trouve une thérapie génique, là, ce qui est très rare, tu es pogné avec ça. Les bactéries, ils héritent de leurs parents et ils héritent de leurs amis et de leurs cousins à côté. C'est-à-dire que
ils ont des morceaux d'ADN qu'on appelle les plasmides, des morceaux d'ADN circulaires dans lesquels ils emmagasinent plein de gènes de résistance à tout ce que vous pouvez imaginer. Et en peu de temps, ils peuvent construire des ponts entre deux cellules bactériennes et ils s'échangent les compétences. Ce qui fait que maintenant, là, tout ce qu'on développe, ils sont capables de résister à ça en un clin d'œil. Et quand Alexander Fleming, c'est lui qui a découvert la pénicilline en 1928, Alexander Fleming l'avait dit, quand on lui a remis le prix Nobel de sciences en 1945, dans son discours, il disait déjà, faites attention. Parce que si vous abusez des antibiotiques, vous allez voir, vous allez finir par tuer des gens en essayant de vous protéger. Et c'est ça qui est arrivé. La pénicilline, quand elle est apparue, ça a pris 20 ans avant qu'on commence à voir les bactéries résistantes à la pénicilline. Aujourd'hui, quand tu trouves une nouvelle molécule, là, ça prend 2 semaines. 2-3 semaines, tu vas avoir des bactéries qui ont déjà développé une compétence. C'est pour ça, l'année passée, l'OMS a dit, vous savez, la résistance aux antimicrobiens, là, c'est le fléau qui nous guette le plus. Ça va être quelque chose, parce que arrivera un moment où on retournera à l'époque avant Fleming. C'est-à-dire que juste une piqûre d'épines là, qui s'infecte pourrait créer des troubles à quelqu'un, parce qu'on ne saura pas quoi faire. Les bactéries résistent à tout ce qu'on développe. Tout. Et puis moi, j'ai essayé de raconter ces choses-là, mais aussi de raconter aussi la place des microbes dans notre vie, parce que c'est des alliés extraordinaires. C'est juste que la Terre leur appartenait avant que nous, on arrive. Nous, on est récents. Toute la planète leur appartient, sont partout. Prenez n'importe quel animal, c'est juste quelque chose qui bouge avec une fondation microbienne. C'est comme ça. Et c'est ça. Et l'humain, il n'échappe pas à ça. Regarde, l'humain, il y a un chapitre où je raconte comment l'humain est devenu une cité fortifiée. C'est parce qu'on est des cités fortifiées. La peau, la bouche, le vagin, les yeux, le nez, tout ça, c'est des portes. Comme les portes ici, là, les portes d'une cité fortifiée. Et pourquoi on les a fortifiées? C'est pour se protéger des microbes. Dans la bouche, tu as le lysozyme pour attaquer les bactéries. La salive contient des anticorps. Et il contient un autre système qui s'appelle le système lactoperoxydase. En tout cas, c'est un nom barbare, mais je ne vous le dirai pas. Le nez, vous avez les poils du nez. Vous avez le réflexe d'éternuement. Vous avez la toux. Dans le vagin, c'est l'acidité. Dans les yeux, c'est les larmes. C'est les cils. Tout ça, toutes ces fortifications ont été évolutivement construites pour empêcher les microbes de nous prendre pour un territoire à conquérir. C'est tout. Parce que la planète leur appartenait. Et chaque chose qui bouge n'est rien d'autre qu'un territoire à conquérir pour les microbes. Et donc, on a grandi comme ça. Ils étaient là avant nous. On a évolué autour d'eux. Et on pense qu'ils sont en nous. Elles sont en nous, pour dire les microbes, elles sont en nous parce que on est moulé sur une colonie bactérienne qu'on appelle le microbiote. C'est 1,5 kg de bactéries dans notre corps. Et si tu l'enlèves, on n'est pas capable de vivre. On ne vivra pas. Ils fabriquent des vitamines, nous protègent des maladies, communiquent avec le cerveau. La sérotonine, on a longtemps pensé que la sérotonine, c'était juste une affaire de cerveau, puis quand tu avais un problème, c'est la sérotonine. Et là, on se rend compte que les bactéries du microbiote ont un rôle. 80% de la sérotonine se fabrique au niveau du ventre. Et où se trouve le microbiote. Donc, vous voyez que même notre humeur, même l'humeur, même notre tendance à être déprimé, ça dépend. Et il y a quelqu'un, un biologiste que j'aime beaucoup, britannique, qui a dit à un moment donné, l'humain, c'est un animal domestiqué par les bactéries pour voyager. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas, mais c'est une réalité. Parce que c'est une cellule, on a une cellule humaine pour 10 cellules bactériennes. Si tu enlèves les globules du sang, une cellule pour 10 cellules. Ça veut dire que si on était une société action, les bactéries seraient majoritaires. Et je parle juste des bactéries, je ne parle pas des virus et des champignons et des levures qu'on héberge aussi. Et donc tout ça pour dire que on est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé avant nous et qui est en nous aussi. Et c'est pour ça. Et ces bactéries-là qui sont en nous, c'est juste qu'on forme une relation gagnant-gagnant. On leur apporte et ils nous apportent. Et ils s'impliquent à tous les niveaux de notre vie. Tout.
même notre reproduction. Même les spermatozoïdes, ils battent la queue avec d'anciennes bactéries. C'est le déplacement, les mitochondries, c'est d'anciennes bactéries qui sont devenues les mitochondries qui permettent aux spermatozoïdes de se déplacer. Les ovules sont remplis de mitochondries qui sont d'anciennes bactéries. Et tu vois, même quand on fait des bébés, même le bébé, avant de venir au monde, quand le bébé est dans le ventre, les microbes vont travailler pour extraire plus de nourriture, pour alimenter sa croissance. Et quand le bébé se prépare à sortir, les microbes vont se développer dans les voies génitales, se multiplier pour ensemencer le bébé avant qu'il sorte. Hein? C'est pour ça que beaucoup de spécialistes disent aujourd'hui d'éviter les accouchements par césarienne si ce n'est pas nécessaire. Parce que c'est un rendez-vous manqué avec des amis qui t'attendaient. C'est important. Parce que ces microbes, on n'hérite pas seulement de la génétique de nos mamans, on hérite de leur microbiote aussi. Et ces microbiotes nous aident. Pendant longtemps, dans les banques de lait, des dons de lait, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait des bactéries. Puis personne ne pouvait comprendre pourquoi. Pourquoi il y a des bactéries là-dedans? Là, il a dit, c'est les pots, c'est la façon de récolter de lait. Et on cherchait partout. Mais non, ils étaient dans le lait. C'est parce que les bactéries passent par le sang, s'en vont dans le lait, et du lait maternel vont dans le bébé. La maman achemine des ouvriers à son enfant pour qu'il l'aide à digérer le lactose, en attendant que son système digestif puisse sécréter la lactase, qui est l'enzyme qui digère le lactose. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est une histoire qui a duré 3,5 milliards d'années, nous on est arrivés là-dedans, on est l'aboutissement de quelque chose, et c'est une histoire qui mérite d'être racontée parce que je pense que ça peut toucher le cœur des gens. De leur dire, c'est pas juste ça. Elles sont là et digèrent pour nous les bactéries. Mais même avant ça, avant la découverte du feu, c'est les microbes qui cuisinaient pour nous. On leur doit le pain, on leur doit le yaourt, on leur doit le vin, on leur doit la bière, on leur doit tous les produits fermentés de la planète qu'on mange. Ce sont les microbes qui les ont cuisinés pour nous. Encore aujourd'hui, tous les produits lactofermentés, c'est quoi? C'est de la cuisson chimique, c'est des microbes qui cuisinent. Ils cuisinent, ils te donnent, tu manges, ils t'aident à digérer. Ils sortent par le derrière aussi, parce que c'est la vérité. Donc, ils sont partout, ils t'aident à te défendre contre les maladies. Et ça, c'est une association à intérêt réciproque. Nous aussi, on leur apporte des choses, tu sais. Mais c'est un peu ça que je voulais raconter. Là, je vous parle des bactéries, mais les virus, vous pourrez faire un cours magistral là-dessus, parce que s'il y a une des surprises qu'on a eues après la fin du projet du génome humain, quand on a fini par décortiquer le génome humain, on s'est dit, l'humain, c'est une espèce tellement intelligente, il va avoir au moins 120 000 gènes, 150 000, les pronostics étaient là, et quand les scientifiques se sont rendus compte qu'on avait entre 25, peut-être 30 000 gènes, pas plus. Même le riz a plus de gènes que nous. Non, mais avouez quand même que c'est décevant. Ah non, les gens disaient, comment ça se fait un animal si complexe avec si peu de gènes? Mais non, pourquoi on a si peu de gènes? C'est parce que notre complexité vient de nos collaborateurs. On a à peu près 28 000 gènes humains, mais on a entre 2 et 4 millions de gènes bactériens avec nous, qui travaillent. C'est comme quelqu'un qui invite des gens, et il invite 100 personnes dans sa maison, puis il y a un bungalow comme Boucar qui a 3 chambres. Hein? Tu ne pourras pas le faire, mais si tu es en bonne entente avec tes voisins et qu'ils puissent en prendre dans le quartier puis te donner de la nourriture, tu pourras faire ça. C'est un peu ça aussi l'espèce humaine. Notre complexité dépend beaucoup de nos collaborateurs, le microbiome qui est avec nous, beaucoup plus que ce qu'on a dans nos gènes. Tu sais. Puis après ça, comme si cette surprise ne suffisait pas, on a découvert que 8% de l'ADN humain, c'est de l'ADN viral. C'est les virus qui nous ont refilé ça. Dans des infections il y a longtemps, les virus ont laissé leur ADN dans notre ADN, et 8% de l'ADN humain, l'ADN viral, et on s'est rendu compte que les gènes qui codent pour des protéines qu'on appelle les syncytines, et les syncytines sont des protéines indispensables dans la formation du placenta humain. Le placenta, c'est les virus qui nous ont donné ça. Ça veut dire que les humains, les virus sont les ancêtres des mammifères. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les mammifères placentaires, parce que les marsupiaux, on pouvait les enlever, mais les mammifères placentaires, le développement de leur placenta dépend
en grande partie d'un gène viral. Et il y a un autre héritage que les virus nous ont laissé, c'est la capacité d'immunosuppression. C'est-à-dire que quand une maman fait un bébé, quand un spermatozoïde rencontre un ovule, mettons que Bouka rencontre une Gaspésienne, c'est un spermatozoïde africain avec un ovule d'une femme de la Gaspésie. Le système immunitaire voit ça arriver. Ils vont dire, oh là là, les accommodements raisonnables, il y a des limites. Hein? Mais ça c'est pas nécessaire que ce soit un Africain, il faut juste que ce soit un autre individu. Parce que le système immunitaire regarde ça comme quelque chose, une particule étrangère qui est rentrée dans le corps, il faut l'attaquer. Il faut attaquer le fœtus qui vient de se former. Et donc, pour éviter que le système immunitaire charcute ce petit individu naissant, ben la maman abaisse ses défenses immunitaires. C'est ça l'immunosuppression dont je parle. La maman abaisse, pas volontairement, elle est programmée pour abaisser ses défenses immunitaires. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques pensent que c'est pour ça, en partie, il y en a qui disent que ce n'est pas vrai, mais je vous l'expose pareil. Il y en a qui pensent que les nausées chez la femme enceinte s'expliquent par ça. C'est-à-dire que quand la femme est enceinte, son système immunitaire fait ça. Parce que sinon, le système immunitaire... La femme dit aux cellules immunitaires, retournez dans les cavernes. Retournez dans les casernes, j'ai besoin de ça. Mais donc, quand tes soldats sont dans les casernes, il faut mieux que tu ne manges pas des choses qui peuvent te rendre malade. Alors, cette hypothèse-là existe, mais elle n'est pas partagée par tous les gens qui travaillent dans le domaine. Mais grosso modo, vous voyez que les virus, dans l'évolution, ont eu un rôle majeur chez l'apparition de notre espèce. Parce que nous sommes l'aboutissement des mammifères placentaires, les humains. Alors, toutes ces histoires-là sont des histoires qui sont jolies à raconter. Mais moi, le défi que je me donne quand j'écris des choses comme ça, c'est d'écrire pour que ça touche le cœur des gens. Et je reviens à ce que je t'ai dit, Julie, tantôt. Moi, ce que j'aime, c'est faire un pont entre les sciences pures et les sciences sociales. La force des sciences pures, c'est de se connecter aussi sur les gens. Les sciences sociales, je veux dire. Les sciences pures peuvent être très austères. Si tu parles des microbes de façon sec, là, ça peut être long. Mais moi, je parle de l'histoire et je raconte comment nous avons vécu avec ce monde sans savoir qu'il existe. On voyait les manifestations, mais on ne savait pas. Tu mettais le pain, ça levait, la pâte, puis les gens disaient, voyons, c'est quoi ça? Et beaucoup d'historiens pensent que ça a influencé beaucoup la vision de toute la mystique qu'on a mis autour du pain et du vin. Dans les religions, s'explique par la mainmise de ce monde invisible à l'intérieur. Et jusqu'à aujourd'hui, on a vu comment la chose a évolué, puis comment on a découvert que ce monde existe. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce monde est pas mal plus énorme que le nôtre. Même si on ne le voit pas, il y a 3 fois plus de biomasse de carbone virale que de biomasse de carbone humaine sur la planète. 3 fois plus nombreux que nous. Et pourtant, on ne les voit pas. Ils sont partout. Même sous la croûte terrestre, dans les océans, on a foré jusqu'à 10 mètres. On a foré jusqu'à 2 km, puis on a trouvé des bactéries vivantes là. Dans les nuages, ils sont là. Partout. L'écologiste britannique James Lovelock avait écrit un bouquin qui s'appelle La revanche de Gaïa, dans lequel il exposait que la Terre est un être vivant. Mais il avait raison. Il avait dit tout ce que vous regardez, c'est vivant. Il y a du vivant là-dedans. Puis c'est un écosystème complexe qui s'autorégule. Finement autorégulé jusqu'à ce que Sapiens apparaisse dans le décor. L'animal qui brille par son absence de sagesse au niveau de l'arbre généalogique. Pas tout le temps, parce qu'il est capable de faire des bonnes choses, pareil l'espèce humaine. Puis ce système-là est déréglé. On n'a pas besoin d'être un scientifique pour le savoir, qu'il y a un dérèglement. C'est un dérèglement, puis il n'est pas trop tard, moi je pense, c'est pour se revirer de bord. Hubert Reeves a écrit « Là où croit le péril, croit aussi ce qu'il soigne ». Mais je pense que c'est un peu ça. Et moi, je voulais ramener les microbes dans cette histoire-là pour parler du lien entre ce que nous vivons et l'environnement, le rapport que nous entretenons avec l'environnement. Parce que quand on parle de la COVID, on parle toujours des vaccins à ARN, puis comment on va s'en sortir. Ça fait au moins 3 textes que j'écris dans la presse pour dire à Trudeau, arrête de dire que tu vas finir la pandémie. Tu ne peux pas finir la pandémie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, à moins que tu aies trouvé
un système secret pour contrôler les mutations aléatoires du virus. Là. Tu peux aider à vivre avec le virus, mais tu ne peux pas la terminer, parce que ça ne dépend pas de toi. Le Parti libéral est le seul capable de terminer la pandémie. Et ça me faisait sauter là. Ah non, j'ai capoté. Je disais, mais il doit pour qui? C'est comme s'il y avait un lien direct avec le virus pour lui dire, hey, ça suffit. Hein? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas terminer la pandémie, mais c'est aussi ça, la dimension environnementale, il faut rappeler aux gens qu'elle est là. Et on n'en parle pas. On parle juste de comment on fait pour s'en sortir, mais comment on va faire pour s'en sortir à long terme? C'est ça la grande question. Et là, je vous recommande de lire le livre de Sonia Shah, qui s'appelle Pandémie, où elle fait une démonstration magistrale des liens entre l'environnement et toutes les pandémies passées et encore actuelles. Parce que c'est ça, quand tu détruis l'environnement, tu finis par entrer en contact avec les virus avec lesquels tu n'avais pas d'affaires. Hein? Et vous voyez, puis on le voit hein, dans toute l'apparition du STRAS, puis celui-là aussi, hein, même si on dit on ne sait pas d'où vient le virus, on soupçonne fortement que c'est des chauves-souris qui étaient dans des grottes toutes tranquilles, puis on est allé là-bas les cueillir, tu sais. Mais ça, on le vit. Puis moi, l'exemple que je donne aux gens, parce que j'habite à Longueuil, on a failli avoir une guerre civile à Longueuil, c'est à cause des chevreuils, c'est parce que, oh là 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 là, oh c'est... Ça a dérapé pas mal, parce qu'il y a des gens qui sont tellement peaceful avec les chevreuils, qu'un gars qui aime tellement les chevreuils et qui déteste tellement la violence envers les chevreuils, qui a dit au maire, ben, si tu touches un chevreuil, il va te loger une balle dans la tête. Quelle tolérance quand même, hein? Mais les chevreuils, la maladie de Lyme, ça fait quelques années qu'on fait ça. Les épidémiologistes disent, attention, c'est la prochaine, là. C'est la prochaine. Mais la maladie de Lyme est transmise par les tiques. Mais ces tiques-là étaient sur les opposums avant. Les opposums et les tamias. L'étalement urbain a diminué les populations d'opposums et de tamias. Qu'est-ce qui est arrivé? Les chevreuils, qui sont des espèces opportunistes, on les a introduits parce que le petit chevreuil est beau. Alors on l'a mis partout. Et les tiques qui devaient être sur les tamias et les opposums sont déplacés sur les chevreuils. Et les tiques portent la Borrelia, qui est la bactérie responsable de la maladie de Lyme. N'est-ce pas? Mais les chevreuils, les opposums, quand ils se toilettaient, étaient capables de détruire les tiques. Le chevreuil ne peut pas. Et le chevreuil, on l'accepte dans la ville, puis on l'aime bien. Et le chevreuil se reproduit. Et à Longueuil, des fois, les jeunes arrivent. Moi, j'ai une amie à moi, Magda, qui vient de la Pologne. Son enfant est venu l'été passé avec une tique accrochée ici. Et ils sont mis à capoter comme des malades. Tu sais. Puis j'ai dit, attends, arrête, là. C'est pas parce que c'est une tique. Premièrement, c'est quoi la probabilité pour que cette tique porte la bactérie responsable? Mais en tout cas, ils sont allés à la pharmacie, ont réglé ça et tout. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un lien entre l'augmentation des cas de maladie de Lyme aujourd'hui et l'environnement. Et vous prenez n'importe quelle maladie, même si vous remontez dans l'histoire, et vous prenez mettons, l'épidémie où les gens font, comment ça s'appelle encore, là, les épidémies où la diarrhée, là, beaucoup, comment ça s'appelle? Hein? Le choléra, voilà, le choléra. Mais le choléra, c'est une microbe qui vivait dans des micro-organismes planctoniques. Puis on a trouvé exactement d'où ça vient, là. Ça vient en Inde et comment la destruction des mangroves a abouti à tout ça. Vous allez voir que c'est ça. En fait, ce que je voulais dire dans la deuxième partie du livre, c'est dire aux gens, c'est vivre et laisser vivre. Il faut préserver la biodiversité. Si ça fait partie de... Si on veut vivre durablement et ne pas à chaque fois se ramasser avec des pandémies, parce que juste chez les mammifères et les oiseaux terrestres, il reste 1,7 million de virus qu'on ne connaît pas. Et de ces 1,7 million, les virologues ont calculé qu'il y en avait au moins plus de 500 000 qui sont capables de nous causer des troubles à différents degrés. Donc, il faut les laisser. Il faut leur laisser leur place. Se confiner. Il faut que l'humanité se confine géographiquement, économiquement et démographiquement. C'est la seule solution. Durable, je veux dire. C'est ça. J'ai résumé mon livre, en fait. Ben, vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a plein de choses à Ouais, dire c'est là-dessus. vrai. Mais on me fait des signes de détresse depuis tantôt parce qu'on a dépassé le Qu'est-ce qui temps. s'est passé? On a dépassé le temps. Oh non! Mais on a quand même le temps pour prendre une ou deux questions. Donc, comment ça fonctionne pour les questions? C'est que vous levez votre main, mon collègue Anthony va venir vous voir, vous lui dites la question à lui et lui va la répéter dans le micro. OK. Donc, vous pouvez lever votre main. Excusez-moi, hein? Il n'y a pas de problème. Non, mais Je c'était suis un tellement peu passionnant. volleyball. Je n'étais pas capable de vous arrêter. C'était tellement intéressant. Merci. Merci, Julie. C'était vraiment super Merci. intéressant. Donc, question, quelqu'un? Il n'y a pas de question pour vous. C'était clair? C'était clair. Oh, il y a une Il me semble question que là. Il y a C'était une très question. clair. Hein? Il y a une question là, Anthony. Ah, il y a une question ici aussi. C'est pas grave. Vous travaillez en ce moment et à quoi on peut s'attendre dans le futur? Ah, au point de vue. Pour les. Moi, je. Pour les livres, tu veux dire? Ou pour. En général. Moi, je tourne la série Manger. Je suis en train de terminer le tournage de la série Manger où je vais documenter l'histoire des courges, du chou, l'abeille mellifère et les plantes à fleurs, et puis le blé dur, l'histoire du blé. Donc, c'est ça, un peu comme dans une continuité de la première série que j'ai fait sur la tomate, le piment et compagnie, là. C'est sur ça que je travaille, puis j'écris un spectacle. Je fais les lectures de texte de mon prochain spectacle qui s'appelle Nono Sapiens. Nono Sapiens, oui, c'est ça que je fais présentement. Oui. On a une autre question ici. Attendez, Oui. ce sera pas long, il va... Ah, on entend. Oui, ben en fait, c'est parce que c'est enregistré. Ah oui, c'est vrai, c'est enregistré. C'est enregistré, donc pour que ce soit... Alors sur Mars, j'ai lu cette semaine qu'ils veulent essayer apparemment que des bactéries pourraient pousser même sur Mars. Ah oui. Alors c'est vous qui l'espère, là, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, on pose une question sur les nouveaux développements sur les bactéries sur Mars. En amener là, ils veulent Introduire. amener des bactéries sur Mars. Oui. Ben, peut-être, mais moi, peut-être qu'ils les ont déjà amenées, mais en tout cas, mais moi, en tout cas, si j'étais un Martien, là, puis j'apprenais que Homo sapiens s'intéresse à ma planète, je me cacherais pour ne jamais sortir. Parce que quand une espèce qui a réussi à massacrer sa planète en si peu de temps commence à s'intéresser à la sienne, là, t'es mieux de te cacher pour l'éternité. Alors, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être une nécessité parce que j'imagine qu'il y en a qui prévoient que ça va être difficile ici. C'est George Carlin que j'aime beaucoup. Vous connaissez George Carlin, l'humoriste américain. Il est fantastique. Il disait tout le temps, arrêtez de dire, faut sauver la planète, faut sauver la planète. La planète n'a pas besoin d'être sauvée, c'est vous. La planète a connu 5 extinctions massives. Et à chaque fois, elle s'est relevée au bout de quelques millions d'années. Donc il y a une grande résilience, la Terre. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'à un moment donné, ils vont aller vendre des... je sais pas. Mais moi, je pense qu'on devrait se concentrer aussi ici. Hein, parce que c'est un caillou précieux qu'on a ici. On a une autre question. On demande comment vous faites pour être aussi documenté sur tout, à la fois sur la nature et sur les sciences sociales. Ah, d'accord. Ça, je vais... C'est parce que je lis beaucoup. Je lis énormément. Je pense que c'est beaucoup ça depuis toujours, depuis longtemps. Et la nature m'a donné un cerveau qui retient. Et ça, je pense que c'est surtout ça, là. Un cerveau qui retient et qui, à un moment donné, tisse des liens. Puis je pense que c'est le côté aussi, mon côté très irrationnel que j'ai qui facilite ce pont entre les deux parties de mon cerveau. Moi, je suis comme le Minuit, là. J'ai un côté givré, puis un côté... Non, mais quand je voyais ces publicités, je disais, ça me ressemble pour vrai, là. Je m'identifie. Mais moi, c'est Fred Pellerin qui disait que les artistes, il y en a qui ont le gasket entre le conscient et l'inconscient qui est slack. Mais moi, le gasket est ouvert, c'est un pont. Donc, comme je lis beaucoup l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, j'aime beaucoup la cuisine, l'histoire de l'alimentation. Et comme je suis biologiste, puis en biologie, j'ai été dans le végétal d'abord, ensuite je suis allé dans l'animal, ensuite je suis allé en océanographie. Ça fait
Et j'ai enseigné la physiologie, la biochimie, donc ça fait beaucoup de compartiments. Et donc, quand vient le temps j'essaie de mélanger tout ça. Mais ça, je pense que c'est vraiment mon cerveau un peu d'artiste qui fait ça. Pour vrai. Pour ça, je dis tout le temps, il faut enseigner les arts dans les départements, même de sciences dites pures. Il faut les enseigner. Pour moi, c'est important. Ça aide. Ça aide à sortir de l'autoroute puis de prendre la 132. Puis quand tu prends la 132, tu redécouvres les battures du Saint-Laurent. C'est ça qui est cool. On a le temps pour une dernière question. Où trouvez-vous le temps pour lire autant? Est-ce que vous dormez la nuit? Je dors la nuit, mais je lis beaucoup. L'été, je lisais, moi, tout le temps. Mais là, j'ai tellement lu et resté assis que j'ai une hernie discale. Vous me voyez faire ça tantôt. Parce que je ne peux pas m'asseoir. J'ai comme mal à la jambe, tout le temps, ma bonne jambe est maganée. J'ai comme la douleur, le sciatique ici, jusque-là, depuis 5-6 mois, j'ai ça, là. C'est épouvantable. Mais c'est ça, là, c'est moi, l'été, c'était beaucoup les périodes où je lis beaucoup. L'hiver aussi. Le soir avant de me coucher, moi, j'ai tout le temps des livres, j'en commence 2, 3. Puis, je les, c'est ça. Mais c'est un voyage aussi, hein. Moi, j'aime ça parce qu'il y a tellement de poésie dans les sciences de la nature. Quand tu aimes ça, tu pars de la bactérie à la baleine bleue, là, puis tu plonges là-dedans, là, puis tu découvres un univers qui fait voyager ton cerveau. C'est de la nourriture pour l'âme, pour vrai, là. Moi, juste une abeille, là, c'est pour ça, moi, je suis quelqu'un qui adore ça. C'est ça. Tu peux me donner une graine d'un végétal, là, puis moi, ça va faire mon affaire. Je vais regarder ça sur toutes ses coutures, je vais... Oh, avec les enfants? Oh non, les enfants, j'ai une trappe. Je les mets dans le sous-sol, puis après ça, je mets la trappe, puis je ferme avec la clé. Oui, non. Quand les enfants sont là, c'est plus compliqué. Hein? C'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, j'ai eu des enfants tard. J'ai eu le temps de fouiller longtemps avant d'avoir des enfants. Je me suis reproduit trop tard, comme dit mon père. Mon garçon a 14 ans. Et j'ai 56. Ça fait que j'ai eu le temps de lire beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Julie. Un gros merci à toi. Ah! Wow! Merci beaucoup. Un gros merci.